Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit solidaire consacré au droit au logement. On en parle avec Nina Quintas de l'ONG Urbamonde. Elle collabore avec des organisations à travers le monde pour promouvoir les habitats participatifs, et ce notamment en Asie. Alors Nina, bonjour, je voulais commencer avec ce chiffre 1 milliard. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent dans des quartiers informels, on appelle ça aussi des bidonvilles, et sur ce milliard de personnes, plus de la moitié sont en Asie. Alors peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on explique qu'autant de gens vivent dans ce type de quartier ? Bonjour. Alors aujourd'hui, on traverse partout dans le monde, en Suisse, en Europe et aussi dans le sud global, la crise du logement. Et cette crise fait que les logements ils soient aperçus comme une marchandise plutôt que comme un droit humain. Ça veut dire que seules les personnes qui en ont les moyens peuvent y accéder. Cette problématique, elle est à la fois causée et amplifiée par un phénomène qu'on appelle la financiarisation des villes. Et ça consiste en quoi, la financiarisation des villes ? La financiarisation des villes, elle est un phénomène qui arrive quand les villes et leurs espaces, les logements, les bâtiments, les terrains, ils deviennent d'objets d'investissement pour faire du profit, un peu comme des actions en bourse. Et puis, cela attire des grandes entreprises, des banques, d'acheter des immeubles, des terrains, non pas pour y vivre ou pour y travailler, mais pour les revendre plus cher plus tard ou pour les louer à des prix très élevés. Et cela complique la vie des populations locales qui n'arrivent pas à accéder à des logements abordables et adéquats. En fait, ça met de côté toute une part de la population qui n'a plus accès à ces logements. Et donc, ces gens qui se regroupent dans des quartiers informels. Mais justement, un quartier informel, ça veut dire quoi ? Alors, les quartiers informels, ce sont des quartiers qui se sont établis hors cadre réglementaire et hors plan d'urbanisme officiel. Ils se caractérisent généralement par un manque de titres de propriété, un manque d'accès à des services basiques tels que l'eau, l'électricité, l'assainissement. Et ces bâtiments, ils sont souvent construits hors normes de sécurité, hors normes d'urbanisme. Et donc, les gens font face non seulement à des problèmes sécuritaires, mais aussi des problèmes d'accès à des choses basiques comme l'eau, l'électricité ou la santé. Oui, exactement. Les lieux où on habite, ils déterminent beaucoup notre accès à des services publics. Donc, quand on habite, des fois, dans ces quartiers, on habite très loin des écoles, des centres de santé. Et des fois, il faut même se déplacer pendant des heures pour arriver à son lieu de travail. Donc, ça détermine en fait l'accès aussi à d'autres droits humains. Et à vos yeux, à Urbamonde, l'habitat participatif, c'est une solution à certaines de ces problématiques. Vous soutenez des projets dans différents pays d'Asie, comme au Bangladesh et en Indonésie. On regarde quelques exemples de ces projets et puis on revient pour en discuter. De nombreux pays d'Asie s'urbanisent très rapidement. Les populations les plus vulnérables se retrouvent exclues de la planification des villes. Des quartiers entiers ne sont pas pris en compte par les gouvernements et les familles construisent elles-mêmes leurs maisons sans la protection d'un cadre légal. Au Bangladesh, POCA, la plateforme d'action communautaire et d'architecture, organise des ateliers. Elle réunit les habitants de quartiers défavorisés pour discuter de leur lieu de vie rêvé, un moyen pour les architectes de mieux comprendre leurs besoins. Les architectes de notre pays ne travaillent que pour 5% de la population, tandis que 95% des habitants n'ont pas accès à leurs services. C'est la raison pour laquelle beaucoup de projets architecturaux échouent, surtout les logements, car les questions sociales ne sont pas abordées. Le but, recueillir les souhaits des habitants. Une fois ces revendications réunies, les participants peuvent se concerter pour définir des priorités et faire le point sur les installations qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes, car certaines propositions sont simples à déployer. Nous avons besoin d'une poubelle ici parce que les gens boivent du thé, grignotent, puis ils jettent leurs ordures ici. C'est un problème. S'il y avait une poubelle, ils pourraient se débarrasser de leurs déchets correctement. Ces ateliers permettent de renforcer le sentiment d'appartenance de la communauté. Les habitants de quartiers défavorisés deviennent acteurs de la planification de leur lieu de vie. Et POCA n'est pas la seule organisation à œuvrer pour l'accès au logement en Asie. Une coalition s'est constituée entre organisations d'une dizaine de pays. C'est un réseau d'ONG qui travaille dans plusieurs villes d'Asie. Son objectif principal est de rassembler les différentes parties prenantes dans certains pays asiatiques pour plaider en faveur des processus dirigés par les communautés. Il ambitionne de réaliser des logements pour les communautés urbaines pauvres partout en Asie.
for the urban poor communities everywhere in Asia. La mise en réseau permet l'échange d'expériences et la mise en place de partenariats avec les autorités. POCA est membre de cette coalition, tout comme une organisation indonésienne, Urban Poor Consortium. Les coopératives d'habitation que nous suivons sont les premières en Indonésie. Dans un de nos projets pilotes, nous avons accompagné les communautés d'un quartier informel. Le gouvernement est propriétaire du terrain, nous avons négocié pour qu'ils le mettent à disposition du projet. Cette communauté a été expulsée en 2016 et nous l'avons défendue auprès des autorités. Nous avons finalement eu gain de cause. Au-delà de fournir des logements, ce type de démarche permet surtout aux habitants d'apprendre à s'organiser et à prendre conscience de leurs droits. Une manière de penser les villes par et pour les habitants, y compris les plus vulnérables. Quand on entend habitat participatif, ici à Genève, on pense tout de suite aux coopératives, mais en fait, c'est pas que ça, on le voit dans le sujet. Oui, l'habitat participatif, il peut prendre des différentes formes selon les différents contextes. Mais en gros, il est une pratique qui permet aux résidents et aux habitants de s'organiser collectivement et solidairement, de manière à ensemble planifier, financer, construire, gérer et améliorer leur cadre de vie. Donc en fait, s'organiser pour collectivement répondre à des problématiques d'accès à l'eau, à l'électricité, à tout ce dont ils ont besoin. Ce qui est intéressant à dire, c'est que quand les gens s'organisent ensemble et qu'elles forment des partenariats avec des acteurs clés, elles arrivent non seulement à répondre aux besoins en termes de logement, mais aussi à répondre à d'autres besoins qu'elles identifient ensemble. Et en plus de soutenir des projets, vous faites un gros travail de mise en réseau entre les organisations avec lesquelles vous coopérez. Pourquoi c'est important cette mise en réseau alors que chaque pays, au fond, connaît des réalités très différentes ? Effectivement, les réalités sont très différentes, elles dépendent beaucoup du contexte. Mais la mise en réseau, elle est importante parce que ça permet que les projets peuvent s'inspirer des solutions et pratiques les uns des autres. Par exemple, on voit dans ces projets qu'il y a deux enjeux majeurs qui sont très similaires. C'est l'accès au financement éthique et l'accès au foncier. Et puis, quand on crée ces espaces d'échange, d'apprentissage entre pairs, des solutions implémentées, par exemple, au Népal, peuvent inspirer à l'Indonésie, qui est au début de processus de création de coopératives d'habitation, par exemple. Donc, ce sont des espaces aussi qui stimulent la solidarité entre pays et qui aident aussi à créer un réseau qui va au-delà des projets des pays et contribue à la force de l'habitat participatif au niveau global. Merci Nina pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans Esprit Solidaire.